Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle n'a pas dit un mot, mais ses larmes ont parlé pour elle. Marine Le Pen a appris la mort de son père de la bouche des journalistes lors d'une escale au Kenya, alors qu'elle revenait de Mayotte. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen sont prévues samedi après-midi dans l'intimité familiale à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Pour Marine Le Pen, c'est un adieu à un père avec qui les rapports n'ont pas toujours été faciles, marqués notamment par des conflits politiques, Arthur Delaborde. C'est encouragé par son père et dans son ombre que Marine Le Pen se lance en politique à la fin des années 90. Elle s'impose peu à peu comme le lieutenant de Jean-Marie Le Pen. Après sa qualification au second tour de la présidentielle de 2002, le menhir pousse sa fille à prendre la lumière dans les médias. Elle devient alors une figure incontournable du FN jusqu'au tournant de 2011, date à laquelle elle succède à Jean-Marie Le Pen à la tête du parti. Transition synonyme de rupture. Marine Le Pen lance la fameuse normalisation du mouvement pour en faire un outil de conquête du pouvoir. Jean-Marie Le Pen, lui, multiplie les provocations et les dérapages embarrassants pour sa fille, à tel point qu'en 2015, il est exclu du parti qu'il avait lui-même fondé. Malgré tout, la famille Le Pen saura se retrouver autour d'un projet politique commun à la veille du second tour de la présidentielle de 2017. Jean-Marie Le Pen avait ainsi tenu à préciser qu'il voterait bien pour sa fille. 5 ans plus tard, en 2022, le fondateur du FN affirmait même clairement soutenir Marine Le Pen dans la course à la présidentielle. Arthur Delaborde. Alors parmi les réactions à la mort de Jean-Marie Le Pen, celle d'Éric Ciotti qui salue un homme complexe aux zones d'ombre mais aussi au courage et au patriotisme sincère. L'Élysée de son côté est resté sobre, évoquant une figure historique de l'extrême droite dont le rôle relève désormais du jugement de l'histoire. La gauche en revanche s'est montrée bien plus virulente, Alexis de la Fontaine. Oui, la France insoumise s'est déchaînée après la disparition de Jean-Marie Le Pen. Le diable est mort, adieu le fasciste, au revoir l'antisémite et le raciste, peut-on lire sur Twitter. Le député insoumis Adrien Clouet tente de justifier cette salve de condamnation post-mortem. Moi, je ne rends pas hommage à Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il va rejoindre les Algériens torturés à mort, y compris par ses soins, et il va rejoindre les victimes du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie qu'il a alimenté toute sa carrière politique. Donc c'est à celles et ceux qui le suivent de se regarder dans un miroir maintenant. L'ultra-gauche ne s'impose aucune limite dans cette période de deuil, comme l'explique Jean-Luc Mélenchon. La mort n'efface pas le droit de juger ses actes. Le combat contre ces idées continue, assure le leader insoumis, qui signe en même temps un hommage contradictoire à Charlie Hebdo. On se doit aux morts avant tout, la politique vient ensuite, écrit-il. Même chez les socialistes, Ségolène Royal refuse de rendre hommage à Jean-Marie Le Pen à cause de sa condamnation pour négationnisme. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Hier soir, des centaines de militants d'ultra-gauche se sont réunis à Marseille, Lyon ou Paris sur la place de la République pour se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et champagne, cotillon et slogans anti-FN, des scènes de liesse jugées honteuses par le ministre de l'Intérieur. Absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre, cingle Bruno Retailleau, ajoutant que la mort d'un homme, fût-il un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Et Bruno Retailleau qui estimait hier dans le Parisien aujourd'hui en France qu'il faut étendre le champ de la laïcité à d'autres espaces publics comme les compétitions sportives et les sorties scolaires. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec lui? Eh bien, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin, 78% des Français pensent qu'il faut interdire le port du voile islamique à l'université et également lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Une minute de silence, des fleurs, hommage aujourd'hui à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale tuée le 8 janvier 2015 à Montrouge par Amédi Koulibaly. Cette jeune Martiniquaise avait traversé l'Atlantique pour servir et protéger les citoyens. Elle a croisé le terroriste alors qu'il s'apprêtait à attaquer une école juive, un projet auquel il a renoncé après l'avoir assassiné. Au commissariat de Montrouge, aux portes de Paris, la mémoire de Clarissa Jean-Philippe n'a jamais quitté ses collègues. Reportage Jean-Baptiste Marty. Bonjour Aurélie, comment ça va ? Chaque matin, en prenant son service, Jonathan, policier municipal, pense à son ancien binôme. Là, sur mon casier, je suis Clarissa et voilà, quand je dis je ferme ce casier et je ferme à clé ce casier, voilà, je l'oublie pas quoi. Elle est avec moi dans mon travail d'aujourd'hui et elle me manque énormément. Alors pour ne pas oublier la jeune femme de 26 ans, à quelques mètres de là, Jonathan a créé un espace mémoriel. C'est là qu'on lui rend hommage. Il y a
sa photo. Il y a diverses fleurs de saison. Là, c'est la fleur de Noël, une petite jacinthe. Là, on voit divers symboles, par exemple un cadeau de la police suédoise. Ce cadeau a été offert en 2016, dont une figure suédoise de la police et ainsi qu'une épée. Bonjour Jonathan, comment ça va? Bonjour Monsieur le maire, très bien. Jamais loin de ses équipes, Étienne Langereau, le maire de Montrouge, entretient lui aussi ce devoir de mémoire. Donc cette plaque, elle fait quoi? Elle va faire à peu près 50 cm. À midi, lors d'un hommage officiel, il nommera l'hôtel de police du nom de l'ancienne policière municipale. Clarissa est un symbole de la résistance et de la lutte contre le terrorisme islamiste. Plusieurs centaines de personnes devraient assister à cette cérémonie. Jean-Baptiste Marty, notez qu'Emmanuel Macron se rendra en fin de matinée à Montrouge pour commémorer la mémoire de Clarissa. Jean-Philippe. Rétablir les conditions de vie des Mahorais tout en préparant la reconstruction de Mayotte. Tel est l'objectif du projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres. Et 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'archipel, ce texte devrait permettre de déroger pendant 2 ans aux règles d'urbanisme. Certains élus lui reprochent néanmoins de ne pas permettre de lutter contre les bidonvilles. Le développement économique, la question également de l'immigration clandestine seront quant à eux abordés lors d'un autre projet de loi programme d'ici 3 mois. Et puis c'est l'actualité santé du moment, fièvre, toux, le nez qui coule, la grippe n'épargne personne, épidémie dans tout le pays. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la maladie n'est pas plus virulente cette année, mais elle a une particularité, Yasmina Katou, elle touche davantage les jeunes et moins les plus de 60 ans. Oui, et c'est lié à 2 choses. D'abord, les plus de 65 ans sont plus vaccinés que les jeunes puisqu'ils font partie des plus fragiles. Ensuite, les souches qui circulent cet hiver, le virus B et le H1N1, contaminent plus facilement les jeunes. Tout est une question d'immunité, explique Bruno Lina. Il est directeur du Centre national de référence sur la grippe. Toute personne née avant 1957, la première fois qu'elle était infectée par un virus, c'était le virus H1N1. Cette immunité initiale induit une protection particulière vis-à-vis de ce type de virus. Et inversement, ceux qui sont nés après 57 se défendent moins bien contre le H1N1. Les plus jeunes, eux, se défendent mieux contre la souche H3N1 qui est minoritaire cet hiver. L'épidémie est encore loin d'avoir atteint son pic. Il est donc encore temps de se faire vacciner, d'autant que cette année, le sérum protège contre les 2 souches responsables de la flambée des cas. Yasmina Katou. Enfin le football, clap de fin en vue pour Didier Deschamps. Et oui, le sélectionneur de l'équipe de France quittera ses fonctions à l'issue de son contrat en 2026. Il l'a annoncé chez nos confrères de TF1, écoutez. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. D'être déjà autant d'années où je suis, aller jusqu'en 2026, ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Le plus important, c'est que l'équipe de France reste au sommet comme elle est depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on souhaite aussi, que l'équipe de France reste au sommet. Didier Deschamps sur TF1. Voilà, finir sur un titre mondial l'an prochain, ce serait pas mal. Effectivement, pour Didier Deschamps, déjà c'est le plus beau palmarès quand même de l'équipe de France. Champion du monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Restez avec